Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Joachim Lefebvre. Avant de te présenter plus formellement, j'ai envie de commencer par une petite anecdote. On se suit, entre guillemets, sur les internets depuis un petit temps, mais en réalité, ce n'est que la deuxième fois que l'on se voit en vrai. Si je ne me trompe pas, la première fois, c'était en 2024, au Basic Fit Porte de Namur, donc autant dire que ça ne s'invente pas. Je faisais des intervalles sur tapis, ça aussi, ça ne s'invente pas, et il y avait un mec à côté de moi qui courait beaucoup trop vite et de façon beaucoup trop étrange pour moi. Je pense que j'ai failli me casser la tête une fois ou deux à essayer de voir qui t'étais et ce que tu faisais. En réalité, ton profil me disait déjà quelque chose parce que l'algo m'avait suggéré ton contenu une fois ou deux. Je suis rentrée chez moi, j'ai vérifié que c'était toi, je t'ai envoyé un message et puis c'était parti. Pour être tout à fait honnête sur mes intentions à ce moment-là, quand je t'ai écrit, je commençais déjà à m'intéresser à la préparation mentale. Ton compte s'appelait à l'époque Prépare ton mental et l'idée d'intervalle commençait à germer doucement. Donc je me suis dit un jour, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'aimerais discuter avec ce mec. Et donc voilà, le jour est enfin arrivé. Fin de l'anecdote, Joachim, pour te présenter, tu es un ancien ou actuel inspecteur de police, tu nous le diras. Tu as fait un choix qu'on peut considérer comme étant radical il y a un peu plus d'un an. Tu as quitté ton métier, ta colocation, tu as vendu ta voiture pour réaliser un rêve, traverser la France à pied en suivant l'Exatrek. Alors l'Exatrek, pour celles et ceux du fond qui ne suivent pas, dont je fais partie parce que j'avais pas l'info avant de la chercher, c'est plus de 3000 km et près de 140 000 mètres de dénivelé positif des Vosges jusqu'aux Pyrénées. Pour donner un ordre de grandeur, le record du parcours est d'environ 56 jours, ce qui représente 55 km par jour pendant à peu près 2 mois. Donc c'est complètement banade. Mais c'était pas ton premier projet. Tu as aussi terminé la Swiss Peak 360 au cœur des Alpes. Donc c'est plus de 367 km, près de 27 000 mètres de dénivelé positif. Tu as aussi fait une grande partie de la Transpyrénéa. Donc on se parle de près de 400 km. Bref, tu es sur des distances hors normes. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de parler de l'Exatrek, pas tant pour le résultat, même si ici d'une certaine façon, mais surtout pour ce que ça raconte de toi. J'ai envie de comprendre pourquoi tu cherches à aller toujours plus loin, ce qui t'a poussé à tout quitter, comment on prépare un projet comme ça, que ce soit physiquement ou mentalement. Qu'est-ce que ça t'apprend, ton rapport au réseau d'une certaine façon. Et puis la suite, comment est-ce qu'on la prépare, comment est-ce qu'on la dessine et puis comment est-ce qu'on la vit. Bref, on fait quoi après avoir réalisé tout ça? Je sais que tu as un programme chargé pour les prochaines semaines. Trop contente que tu sois là. Comment tu vas? Je vais bien. J'ai pas toujours, comme je le disais off caméra, j'ai pas toujours la préparation que je veux parce que j'aimerais bien faire les choses souvent un peu plus sérieusement. Mais sinon, de manière générale, je me sens bien, je vais bien. Ça veut dire quoi, sérieusement? De manière plus assidue, de manière à ce que ça soit plus cadré aussi. Ok. Parce que je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup du feeling, en fait, de manière générale. Je me lance et après, je rattrape les bourdes, on va dire. J'aimerais bien que ce soit plus cadré. Et voilà, je pense que c'est aussi l'âge et la maturité qui me font me dire que ça serait mieux que je m'oriente vers quelque chose de plus cadré. Ok, mais tu vas bien. Mais je vais très bien. Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas et qui te connaît pas non plus? Ça, c'est très très compliqué parce que je me vois mal dire oui, mais je suis un coureur d'ultra-distance ou je suis quelqu'un qui fait des trucs de fou. Ça, c'est vraiment pas moi. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire dans un premier temps que je cours et que je suis une personne qui est passionnée, mais sans devoir trop mettre les choses en avant parce que ça me représente pas spécialement. Donc, ouais, je suis quelqu'un de passionné. Ok. Si on rentre directement dans la course, comment t'as commencé quand t'as commencé à courir? Mais j'ai dû commencer il y a à peu près, je dirais pas loin d'une vingtaine d'années. Il faut savoir que je vais avoir 35 ans ici fin d'année. Voilà, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde avec des petits 5 kilomètres concrètement. Une montre qui faisait pas encore GPS à ce moment-là parce que ça fait déjà quelques années. Une pratique qui n'était pas du tout adaptée à une certaine forme de progression. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à augmenter vraiment les distances de manière générale, mais de manière un peu anodine, comme on se dirait, j'ai fait 5, j'en ferai bien 10. Après, voilà, pour continuer vers des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus belles, je trouve. Voilà. Comment t'as l'idée? Parce qu'il y a un grand gap entre je passe de 5 à 10, à 15, à 20, aller même à 20 jusqu'au marathon. Mm-hmm. Comment tu pars de cette progression presque naturelle et organique à je vais aller sur de l'ultra-distance, ultra. C'est un amour des défis, je pense. Il faut pouvoir aimer les défis de manière générale, aimer sortir de sa zone de confort, aimer se dépasser. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu inscrit en soi quand on a envie de performer et d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de connaître. Oui, voilà, je pense que c'est ça l'idée générale, c'est vraiment vouloir
aller plus loin, vouloir se connaître, vouloir explorer la vie de manière générale et vivre certaines difficultés pour pouvoir dire d'être plus grand, je pense. Dans cet amour des défis et cette envie de se dépasser, de s'explorer aussi et d'apprendre à se connaître, comment est née spécifiquement cette envie d'Exatrek? Parce que, de nouveau, on est quand même sur quelque chose d'assez hors norme de « je veux apprendre à me connaître » à « j'arrive avec cette idée de traverser la France à pied, 3000 km, 140 000 mètres de dénivelé positif ». Comment l'idée te traverse? Je pense que toute grosse vague amène aussi son lot de chamboulements et de choses positives. Voilà, à ce moment-là, j'ai été amené à changer de vie totalement parce que je me suis séparé de la personne avec qui j'étais. Et donc, ce qui fait que je me suis dit, tiens, maintenant je suis libre, totalement libre, qu'est-ce que je pourrais faire et qui me donnerait un nouveau regain d'énergie ou quelque chose qui me fascine en fait, simplement la longue distance de manière générale, être détaché de tout, pouvoir vivre librement et mais c'est ça qui m'a amené vers ça. Alors j'ai regardé différentes distances qu'il était possible de faire et au final je suis tombé sur l'Exatrek, la traversée de la France par les montagnes. Parce que c'était quelque chose qui était relativement accessible, c'était pas très très loin, puis d'un point de vue pécuniaire, ça me demandait pas non plus énormément d'argent, donc j'ai décidé de monter ce projet en me disant que ce serait une très jolie chose à réaliser. Tu le partages et tu l'as partagé sur tes réseaux. Avant de réaliser ce défi, tu as tout quitté à ce moment-là. Comment tu prends cette décision? Est-ce qu'elle est facile à prendre? C'est pas du tout facile à prendre justement parce que c'était un peu le premier défi de l'histoire, déjà gérer le fait de tout quitter et puis se retrouver en ayant tout quitté. Si c'était à refaire, je pense que je ferais un petit peu les choses autrement parce que y a un truc dont on oublie, c'est il y a l'avant, il y a le pendant, mais il y a aussi l'après. Et cet après, c'est quelquefois peut-être une des choses les plus difficiles à gérer. Donc cette décision, elle est arrivée assez naturellement parce que je me suis dit que j'allais faire une pause globale dans ma vie. Et cette pause globale m'a amené là. Mais c'est vrai que ouais, voilà, je ferai les choses un peu différemment maintenant, après coup. Ça fait partie des choses que j'ai envie qu'on explore, l'avant, la préparation, le pendant, ce que tu vis. Parce qu'on va s'en parler, tu es resté longtemps dans les montagnes. Et l'après, parce qu'à échelle bien moindre, après une course objective que tu te fixes, il y a toujours eu en tout cas toujours, moi j'ai toujours ressenti un espèce de flottement. Ouais. Et c'était indépendamment de j'ai plus mes repères logistiques. Donc ton après, j'ai hyper fort envie qu'on l'explore. Est-ce que tu dirais, au moment où tu as pris cette décision, tu étais soutenu par ton entourage, tu avais des exemples de personnes qui faisaient des choses similaires autour de toi? Non, j'irai pas jusque-là, non, j'ai pas spécialement été super soutenu. Je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui comprennent pas parce qu'on se dit oui, mais qu'est-ce qui va t'arriver, qu'est-ce que tu vas faire, même d'un point de vue professionnel simplement. Moi aussi, je me suis un peu lancé en n'ayant pas beaucoup de plans, même pour la suite. Et justement, c'est ce qui a un petit peu posé problème. Mais donc non, je dirais pas que j'ai eu un grand soutien. Justement, tout ce qui dénote de manière générale, on va plutôt avoir, je pense, dans la vie des gens qui sont plutôt réticents à ça et qui vont essayer un petit peu de te freiner en apportant les problèmes qui pourraient arriver. Et il faut vraiment se focaliser sur le positif et tout ce que ça peut t'apporter de bien. C'est un petit peu ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de me lancer. Mais non, je dirais pas que j'ai eu un énorme soutien. Les gens étaient plutôt dans la compréhension de manière générale. Ouais. Comment tu arrives à prendre cette décision dans un contexte environnemental où les gens vont plutôt t'amener des problèmes, en n'ayant pas de visibilité sur l'après? Qu'est-ce qui te fait tenir sur tes appuis? Mais je pense ce qui me fait tenir, c'est justement ce côté passionné. Ma passion qui me permet de me dire c'est quelque chose que tu dois faire. Voilà, ce qui m'a même à me dire que certainement à l'avenir il y aura des projets assez similaires. Mais oui, c'est vraiment la passion qui m'a permis de tenir le cap. Et de manière générale, dans tous les projets, je pense qu'il faut une part de passion pour mener ça à bien. Mais oui, non, c'était pas facile parce que il y avait beaucoup de vents contraires, on va dire. Et tous ces vents contraires, il faut parvenir à trouver la force à l'intérieur pour pouvoir dire de les contrer et aller plus loin que ça. Si on continue sur l'exploration de l'avant, tu as pris ta décision combien de temps avant de partir et tu t'es préparé combien de temps avant de partir? Je dirais que j'ai pris ma décision presque une bonne année avant de partir. Ouais. C'est vraiment un projet que j'ai construit parce que dans un premier temps, il y a vraiment les prémices du projet où on se dit « Ah, j'aimerais bien le faire, ça serait cool ».
puis on se renseigne plus sérieusement sur la préparation, puis on se renseigne aussi en termes de faisabilité, donc par rapport à sa propre vie. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que je pourrais m'absenter aussi d'un point de vue professionnel? Est-ce que j'ai les économies? Est-ce que, voilà, après, ça va être facile de rebondir? Et je pense que c'est aussi forcément quelque chose à préparer. Donc, c'était pas un saut total dans l'inconnu que j'ai fait, puisque j'avais quand même quelques petites sécurités. Mais la plupart, je dirais que je me suis un peu lancé dans l'inconnu. Donc, le fait de se lancer, oui, je pense une bonne année pour se lancer dans un projet, c'est quand même pas mal. J'aime beaucoup ton discours. Mon rôle ici, c'est pas du tout de le commenter ou de le valider, mais c'est vrai que c'est une idée que je partage. Il faut une part de rêve, d'ambition et de vouloir sortir de ce qui semble possible et de pas prendre les limites des autres comme les siennes. Pour autant, ça se prépare et l'idée, c'est pas j'ai un grand rêve et donc je lâche tout et je le fais du jour au lendemain. T'inscris vraiment cette envie dans un contexte, en tout cas dans une perspective très réaliste. Et je trouve que c'est aussi un message qui est important à diffuser, on n'est pas obligé de tout quitter pour faire de grandes choses et les choses se construisent progressivement. Il faut savoir que c'est pas une étape obligatoire de vie, c'est parce que moi j'ai décidé de le vivre comme ça. Comme c'est une phrase que j'avais dite il y a déjà quelques années, à chacun son Everest, et je vais pas dire que ça a été repris parce que certainement que ces personnes l'ont pas entendu, mais en tout cas c'est une phrase que je dis déjà depuis quelques années. Ouais. Je pense que l'important c'est de réaliser des projets qui nous rapprochent de nous-mêmes et de l'essence de ce qu'on est. Quelque chose que je dis aussi souvent, c'est que qu'est-ce qui resterait dans votre vie si jamais vous gagnez à l'euro-million? Voilà. Et moi, je sais bien que, par exemple, la course à pied, c'est un truc qui resterait là où certainement que mon taf, ça serait certainement un taf différent. Mais la course à pied, l'aventure, l'exploration de soi, c'est quelque chose qui resterait. Donc, je me suis dit qu'à un moment dans ma vie, il fallait que je me consacre à 100% à ça parce que c'est quelque chose qui semble être extrêmement important pour moi. Et tu as créé les conditions pour? J'ai créé les conditions pour, ça m'a pris du temps. Alors, on ne se lance pas là-dedans comme ça dans l'inconnu parce qu'il y a une préparation logistique, il y a une préparation physique, une préparation mentale aussi qui s'accompagne de la préparation physique. Donc oui, on ne se lance pas comme ça dans l'inconnu, dans un extrêmement grand projet. Je pense que c'est quelque chose qui se calcule à minima. Et voilà, on arrive à réaliser plein de choses si on fait tout ça. Mais j'aime beaucoup l'idée de la préparation et du temps long. Je trouve que c'est important. Tu m'offres une transition parfaite sur la prépa physique et mentale. Tu prends ta décision à 1 an avant de partir traverser la France. Comment tu te prépares physiquement à ça? Tes semaines, elles ressemblent à quoi? Tu fais quoi pour préparer ton corps à encaisser 3000 km? C'est extrêmement compliqué parce que votre projet devient votre enfer, en fait. Et c'est un petit peu, moi, ce qui est arrivé dans le sens où, mais même d'un point de vue professionnel, quand on est amené toujours à se rendre au travail et qu'on a son projet en ligne de mire qui est sa passion, on pense plus à grand chose d'autre. Donc, je pense que je respirais, je vivais exatrec. Ça peut être aussi un problème parce que c'est difficile des fois de sortir la tête de l'eau et d'avoir assez de détachement pour pouvoir de prendre les bonnes décisions. Mais donc, oui, voilà, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps sur la vie de manière générale, autant sur l'aspect social que professionnel, que d'un point de vue purement santé, parce que j'avais des semaines de 20 heures de sport quasiment. Donc, ce qui fait que ça commence à faire beaucoup. Et voilà, d'un point de vue aussi financier, il faut planifier ça. Donc, on met beaucoup d'argent, on engage beaucoup d'argent là-dedans. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Tu as dit, parfois, c'est difficile de sortir la tête de l'eau tellement on est engagé dans son projet. Et c'est parfois difficile d'avoir la lucidité de prendre de bonnes décisions. Est-ce qu'il y a des décisions que tu juges mauvaises après coup ou que tu aurais voulu prendre différemment ? Mais comme je le disais, en fait, je suis plutôt fonceur, moi, dans ma vie. Et donc, j'ai tendance à arriver dans les orties et à me dire où ça pique, comment je pourrais faire pour ne plus que ça arrive par la suite. Mais j'aurais mieux planifié cette question du après, en fait. J'aurais mieux fait ça. Oui, il y aurait plein de choses que je pourrais dire de corriger par rapport à mon épreuve, où je me dis, tiens, là, j'aurais peut-être dû faire différemment. Mais ça fait partie aussi de l'expérience de vie, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et oui, il y a des questions, par exemple, je suppose qu'on l'abordera peut-être après, mais au niveau de la santé, où j'aurais peut-être voulu faire autrement. Donc, voilà, il y aurait plein de choses que j'aurais fait différemment, et c'est le coup de l'apprentissage. Gardons le point santé en tête sur les apprentissages. Et si on revient sur
comment tu t'es préparé physiquement. Tu dis, j'arrivais à un stade où je faisais 20 heures de sport par semaine. C'est ça. Tu fais quoi pendant 20 heures? Je t'ai vu, donc moi, je t'ai vu sur tapis. Je t'ai aussi beaucoup vu sur Escalier Infini. Ouais. C'est à ce moment-là que t'as atteint les 10 000 abonnés ou pas? Ouais, à peu près. À peu près, oui, j'avais voulu faire 10 heures d'escalier pour les 10 000 abonnés, je pense. J'ai vu ça aussi à ce moment-là. C'était un peu l'idée, ouais, mais voilà, toujours dans des projets un peu fous. Ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est justement, oui, essayer de faire vraiment beaucoup de sport. Et à ce moment-là, je faisais aussi un petit peu des séances d'Aerox. Okay. Parce que, pas dans le but de faire un Aerox, avant que ce soit vraiment la big mode. Pas vraiment pour faire un Aerox, mais surtout parce que je pense que ça apporte une belle complémentarité en fait par rapport à la course à pied et à ce genre d'efforts qui sont des efforts quand même très musculaires au final. Donc voilà, ouais, je faisais quelquefois 3 créneaux d'1 heure à la suite, des séances assez intensives. 3 créneaux d'1 heure, 3 créneaux d'entraînement pour l'Aerox en fait. Okay. 3 créneaux d'entraînement pour l'Aerox. À savoir que vraiment quand tu termines ta séance, une séance d'1 heure en général, t'es déjà lessivé. Et là, j'apprenais à mon corps à, je sais pas si je peux le dire, mais en chier, pour dire de me préparer pour la suite, en me disant je vais certainement en chier à plein de moments et il va falloir que je vive plein de fois ces moments, donc pourquoi pas maintenant. Donc c'est juste pour comprendre matériellement, tu faisais 3 heures d'Aerox affilée, c'est ça que tu dis? C'est ça, oui, à peu près, oui. Des heures de préparation à l'Aerox, donc c'était pas spécialement de l'Aerox, mais en général, il y avait toujours une séance spécifique Aerox au final. Mais c'était de la préparation physique générale, donc beaucoup de cardio sans faire spécialement de la course à pied. Mais voilà, des abdos, des wall balls, plein d'exercices liés à ça pour dire de se préparer, ouais. Tu dis, il fallait que j'apprenne à en chier parce que je savais que ça allait, c'est ce qui allait se passer. Est-ce que tu trouves une forme de plaisir dans la douleur? Je peux dire, je trouve une certaine forme de... Je sais pas vraiment si c'est du plaisir, mais en tout cas, c'est de la satisfaction. Me dire que quand j'ai vécu quelque chose de compliqué et que j'ai surmonté ça, ça me permet de me satisfaire de ce que j'ai fait parce que j'ai l'impression d'avoir tout donné. Et c'est un petit peu aussi dans l'idée de cette découverte de l'ultra-distance. C'est arrivé à un moment où je n'en peux plus, je pense, et c'est vraiment ça qui me permet de pousser dans mes retranchements, ouais. Donc tu construis une partie de ta confiance en sachant qu'à l'entraînement, tu fais des choses dures et que du coup, tu as cette conviction que tu es capable de faire des choses dures parce que tu les as déjà réalisées d'une façon ou d'une autre. Et je pense que ça travaille beaucoup d'un point de vue physique, mais ça travaille aussi d'un point de vue mental. Parce que quand on a réalisé des choses extrêmement compliquées, on s'adapte et on attrape une certaine forme de résilience par rapport à ça. Se dire que si là j'ai su surmonter ce moment, je saurais le surmonter à un autre moment, et c'est ça aussi qui prépare énormément pour ce genre d'aventure. Oui. Et je suis intimement convaincue que cette préparation mentale et cette confiance qu'on a ou qu'on peut avoir ou qu'on peut construire à travers l'entraînement notamment ou les épreuves dans le sport, elle se transpose par ailleurs. C'est celle que tu récupères et qu'ensuite tu vas amener dans ta vie pro ou dans tes relations ou que sais-je. C'est ça, je me rends compte notamment vis-à-vis de cet après-Exatrek qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie de manière générale, que ça soit d'un point de vue relation, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue construction de projet aussi. Et je ne pourrais pas avoir découvert ça sans avoir vécu ce que j'ai vécu. Donc c'est aussi ça qui m'a permis de me développer de ce point de vue-là. Donc oui, ça m'a permis de développer plein de facultés que j'ignorais sur moi-même de manière générale. Tu peux nous en dire plus? Tu parles desquelles typiquement quand tu dis sur ma vie pro, ma vie perso, ma construction de projet? Qu'est-ce que la prépa et l'Exatrek t'ont permis de développer? Mais par exemple, j'aurais plutôt tendance à dire que j'étais très tête brûlée avant. Malgré le fait que j'avais déjà 33 ans, si je ne m'abuse. J'étais très tête brûlée et maintenant, j'aurais tendance à peut-être un peu mieux construire les choses. Comme je te l'ai dit aussi, par exemple, le fait d'être cadré juste avant. J'ai envie maintenant, actuellement, dans ma vie, d'être beaucoup plus cadré que je ne l'étais à ce moment-là où je faisais beaucoup plus confiance à mon feeling. Et voilà, ça m'a apporté la structure presque d'une certaine façon. Une certaine forme de structure, oui, parce que quand on bute à un moment et on se dit tiens, là j'aurais peut-être dû faire ça différemment ou ça d'une manière plus construite, je dirais. Ça m'a permis de m'apporter, oui, peut-être un peu plus de structure. Oui. Sur la partie mentale, donc il y a une part qui se construit par rapport
je dirais, au fait de se confronter à la difficulté à l'entraînement notamment. Comment est-ce que par ailleurs, tu as développé ta force mentale et ta capacité à affronter la douleur et la difficulté sur la durée? Mais je pense que cette question est extrêmement importante dans le sens où oui, à travers les épreuves physiques, tu apprends à développer ton mental, mais aussi rien qu'à travers la planification, avoir la sensation de faire beaucoup de choses et de mettre beaucoup de choses en place pour son projet constitue une bonne partie de la préparation mentale parce qu'on se dit... toutes ces fois où on a dû passer du temps pour planifier ça, c'est toutes ces fois où on a construit notre mental à vivre l'aventure. Donc il y a déjà ça. Et puis plein de moments où sont des techniques de visualisation, même quand on n'en a pas conscience, quand on est couché dans son lit juste avant de dormir et on se dit tiens voilà qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais vivre, comment je vais le vivre. Je pense que ça apporte énormément et ça façonne toute cette partie de préparation mentale. Donc oui, c'est vraiment un milkshake de plein de choses qui te préparent mentalement à ce genre d'aventure. On a parlé de la prépa, le jour J arrive. Comment ça se passe? Comment tu pars? T'as ton sac à dos? Amène-nous sur la ligne de départ fictive de l'Exatrek. Je nous amène sur la ligne de départ de l'Exatrek, donc avec, je pense, une grande sérénité, ouais. Une certaine forme d'insouciance, je dirais. Là où j'arrive sur ma ligne d'arrivée, ne sachant pas trop ce qui va m'arriver, mais en me disant que j'ai tellement construit cette partie de résilience que je sais que quoi qu'il arrive, je vais pouvoir parvenir à trouver des solutions. Et on ne peut pas envisager sur ce genre de projet tous les problèmes qu'on va vivre en fait. Ce qui me permet d'être serein, c'est vraiment d'avoir développé cette faculté à pouvoir résoudre des problèmes en me disant que quoi qu'il arrive, je vais pouvoir les surmonter par la suite. Alors j'ai aussi envie de parler de tes moments heureux, mais comme on est sur les problèmes, tu as rencontré quelles difficultés sur ce parcours? J'ai rencontré quelles difficultés, notamment des difficultés, les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées, je pense que c'est des soucis de santé, où après à peu près une semaine, je me suis retrouvé à devoir freiner un petit peu le pas parce que j'avais des problèmes au niveau urinaire. Oh wow, ok. Oui, c'était un peu compliqué. Et je me rappellerai toujours de ce moment. J'étais dans une descente, donc j'étais encore dans les Vosges à ce moment-là. J'étais dans une descente où tout ce que je buvais, ça ressortait, je pense, à peu près 10 secondes, voire 20 secondes après. Donc, je devais tout le temps uriner. Wow. À un moment où je me suis dit, j'avais terminé mes 55 km de la journée, donc c'était quand même assez compliqué d'un point de vue physique et d'un point de vue mental, quoi qu'il en soit, à tenir. Il faisait très très chaud, c'était la première canicule que j'ai vécue. Me retrouvant dans ce restaurant non loin du Sentier des Roches, un sentier très connu de randonnée, dans les Vosges, et je me retrouve aux toilettes et j'urine du sang, wow. littéralement. Et là, je me suis dit, oui, là, il y a un petit souci, donc on va devoir un petit peu adapter la pratique, je pense, là où j'ai dû faire mes premiers 2 jours de pause. Et j'ai eu 6 jours de pause en tout sur l'aventure. Et donc voilà, ouais, j'ai dû affronter ça comme problème, donc ça, c'était un de mes gros problèmes. Puis, il a fallu... Attends, excuse-moi de te couper. Allons-y. Pourquoi tu continues à ce moment-là ou comment Est-ce que tu vas voir un médecin qui te dit que c'est OK? Comment tu prends la décision de ne pas arrêter? Il y a peut-être beaucoup de médecins qui ne seront pas contents, mais je me dis que ça va aller mieux. Ça, c'est déjà une chose, malgré les symptômes qui sont assez inquiétants, je dirais. Je pense que beaucoup de choses dans la vie sont des questions d'équilibre. Ouais. Et en tout cas, dépendent de questions d'équilibre. Et donc, à partir du moment où on fait une petite pause et où on se rend compte que ça va un peu mieux, ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'amélioration. Et je me suis aussi beaucoup fié à ça durant mon Exatrek en me disant... Oui, j'ai des symptômes, mais est-ce que ça s'aggrave? Est-ce que ça reste? Et de toute façon, il faut pouvoir faire à chaque instant une évaluation en fait, de ces conditions, autant ces conditions d'humain que des conditions météo, que des conditions techniques du terrain. Il faut constamment faire une évaluation. Et voilà, je pense qu'il faut aussi beaucoup s'écouter. Je me suis beaucoup écouté. J'ai essayé de puiser un maximum d'informations et ça m'a permis de me dire que j'étais à même que de continuer. Ouais. Tu disais, j'aurais peut-être fait les choses différemment il y a quelques minutes. Est-ce que ça fait partie des sujets où, avec le recul,
t'aurais pris une décision différente, ou est-ce que t'es en paix avec l'idée des décisions que t'as prises et des arbitrages que t'as fait au moment où tu les as faits? Mais écoute, j'ai envie de te dire que je suis là en face de toi, que j'ai fait une prise de sang après et que tout allait bien. Ok. Donc, je pars du principe que j'ai pris des bonnes décisions. Ouais. Maintenant, oui, peut-être qu'après coup, voilà, comme je le disais, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment d'un point de vue peut-être matériel, où je me serais peut-être plus entraîné avec mon matériel aussi, parce que c'était quelque chose que j'avais pas beaucoup fait. Non, je pense que le corps, de manière générale, à un moment, il t'envoie des alertes, et libre à toi de les écouter ou non. J'ai fini par les écouter, puisque ben voilà, j'ai fait une pause de 2 jours. Mais non, j'aurais pas changé grand-chose en fait Ok. par rapport à ça. Tu disais, j'avais fait mes 55 km de la journée. Je t'avais écouté à l'époque et je t'ai réécouté récemment en préparant cette interview. Tu avais comme objectif, il me semble, de battre le record. Enfin, tu visais C'est ça. 54 ou 55 jours. C'est ça. Finalement, tu as passé combien de temps sur J'ai les passé sentiers? 82 jours en tout, du coup, sur les sentiers. Et c'est une bonne question à aborder puisque, en fait, dans un premier temps, je m'étais dit que j'allais juste écouter le principe de performance en me disant « Ah, mais tiens, je vais foncer, tête baissée, quoi qu'il en soit ». Et je me suis rendu compte que c'était un peu une aventure de vie et une aventure que je vivrais pas tous les jours, quoi qu'il en soit. On n'a pas l'occasion de faire ça tous les jours, sauf si on décide d'être purement nomade et qu'on arrive à trouver les finances pour Ouais, le faire, ouais. chose qui n'est pas du tout facile. Un jour, je me suis retrouvé à un endroit, c'était notamment au tout départ dans les Vosges, où je me suis dit, tiens, j'irai bien jusque là-bas. Et en fait, c'était un petit point de vue où on pouvait y aller. Et il y avait à peu près 10 minutes de marche pour dire d'y aller. Ok. Donc, je devais faire 10 minutes pour dire d'y aller. Encore le temps que j'allais me poser en 5-10 minutes sur place et puis faire 10 minutes retour, ce qui m'écartait du parcours initial. Et donc, je me suis dit, sur ma journée, je vais perdre une demi-heure. Sauf que quand on se donne des objectifs qui sont assez grands, une demi-heure, c'est énorme. Et je me suis beaucoup questionné là-dessus en me disant, est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre réellement? Pas d'une question de capacité, parce que j'étais tout à fait capable de faire autant de kilomètres par jour. Mais je me suis dit, non, j'ai pas envie de limiter mon aventure à cette question de performance. Puis on fait beaucoup de rencontres aussi sur le trajet, où j'ai fait des rencontres totalement fabuleuses, des claques humaines que Ok. j'ai reçues. Et donc du coup, j'ai redéfini mon objectif par rapport à ça, avec certainement un côté performance qui est vraiment inhérent à ma personne, mais aussi un petit côté où je laissais plus de place à la découverte et au plaisir pur en fait que je pouvais avoir sur le parcours. Et je pense que c'est toujours une question, ou en tout cas c'est souvent une question de définition et qu'est-ce qu'on met derrière le mot performance. C'est-à-dire en soi, traverser 3000 km, c'est déjà en soi C'est ça. une performance. Après, tu peux y rajouter un critère de en combien de temps je le fais ou pas. Et je pense que ce que tu dis est très important, c'est cette idée de se réapproprier ses objectifs, être sûr d'être en phase avec, pour s'assurer d'avoir le parcours qui correspond à ce que tu as vraiment envie de Ouais. réaliser. Et pour faire un parallèle par rapport à ça, c'est qu'au départ, on a toujours un objectif, on a toujours un goal, mais il y a très peu de chances que tout se réalise comme on l'avait espéré. Et il faut en avoir conscience aussi. Ce qui va nous permettre de réussir, c'est vraiment le fait de garder le cap Ouais. et garder une ligne directrice. Mais finalement, rien ne va se passer comme prévu. Il faut être préparé aussi à ça. Et c'est quelquefois un peu compliqué d'accepter. Mais ça me fait penser à deux choses et malheureusement j'ai pas la citation en tête, mais il y a une phrase de Churchill qui dit il faut se préparer beaucoup, sachant que rien ne va se passer comme prévu. Faudrait que je la retrouve parce que elle aurait été très bien à caser ici. Et pour moi, il faut garder le cap et aimer le processus. Et en fait, c'est la seule façon d'avancer parce que du coup, tu prends du plaisir indépendamment du résultat que tu obtiens. Oui, c'est ce à quoi ce que tu dis me fait penser. Je veux reboucler les wagons. Donc, tu as passé 82 jours parce que tu as réévalué ton objectif, réévalué ce que tu avais envie de vivre en fait sur ce chemin. Tu parles de claque humaine. Qui t'a rencontré et qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, il faut savoir que, notamment en parallèle avec mon travail, je suis souvent amené à avoir des choses pas très positives. Et il y a une certaine forme de déformation professionnelle qui me dit « Attention, fais attention, tout le temps, fais attention ».
Et voilà, quand on se retrouve en montagne, je pense que l'état d'esprit des gens, de manière générale, est un peu différent. Et pour ne donner que cette petite anecdote, j'étais encore dans les Vosges et à un moment, j'avais posé ma tente à un endroit dans une clairière où c'était un endroit de bivouac, donc où on pouvait poser sa tente. J'étais extrêmement seul, très seul. La solitude, ça fait partie aussi du package. Et j'ai entendu deux petits gars au loin qui arrivaient avec un regard. Moi, j'ai eu un regard de policier dans un premier temps, en me disant j'espère qu'ils vont pas venir foutre la merde ou j'en sais rien. Voilà, ils étaient assez bruyants dans un premier temps. Ces petits gars viennent à ma rencontre, donc des personnes que je connais pas du tout, hein, et je leur explique un petit peu mon projet en disant que j'ai tout quitté pour en arriver là, que c'est un peu la réalisation d'une vie, que j'ai quitté mon taf, que j'ai quitté mon logement, que j'ai vendu ma bagnole et que je suis là à traverser la France, leur pays. Du coup, moi étant petit Belge, je vais traverser leur pays. Et là, du coup, on a un super bon contact. Je pense qu'il y en avait un qui avait 22 ans et l'autre 25 ans, un boucher et un mécanicien. Ça restera jamais gravé dans ma tête parce que dans un premier temps, ils me demandent si je veux de l'eau. Et donc, j'accepte leur eau parce que j'étais à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Donc, voilà, je devais un petit peu prendre ce qu'on me donnait. Puis, ils m'ont proposé une petite bière. Et donc, voilà. Et en expliquant mon projet, comme quoi je voulais faire un documentaire, en fait, de base, qui est toujours en construction, je leur explique que j'avais fait une petite cagnotte et que voilà, enfin, dans le cadre de ce projet, oui, j'attendais des financements pour pouvoir dire de pouvoir tout faire parce que ça coûte quand même pas mal d'argent. Un des gars, là, que je connais pas du tout, me propose un billet de 50 € et il me dit, tiens, prends-les. Et voilà, ça, c'est une de mes premières claques de mon parcours parce que je me suis dit, j'envisageais très mal qu'une personne puisse me donner de l'argent comme ça. Et le gars, il m'a dit, justement, le boucher en question, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai pas de saucisson à t'offrir, mais quand tu seras du côté du ballon de l'Alsace, tu prendras une tarte aux myrtilles, il m'a dit. Et donc, chose que j'ai réalisée aussi par la même occasion, j'ai été m'acheter une petite tarte aux myrtilles. D'ailleurs, un resto extrêmement dégueulasse, mais bon, ça, c'est autre chose. C'est indépendant de ma volonté. Mais voilà, et avec les 50 balles qu'il m'a donné, je me suis payé un resto presque all-in, je vais dire, avec la bienveillance humaine. Et c'est quelque chose que je ne m'attendais pas spécialement à rencontrer sur ce parcours. Et je l'ai rencontré beaucoup, en fait. Et j'ai trouvé ça fabuleux, vraiment. Paradoxalement, tu as rencontré la bienveillance humaine et en même temps, tu parles de solitude. Comment on apprivoise la solitude? Ou en tout cas, parce qu'on dit beaucoup « on » et je pense que c'est important de dire « je » parce que l'expérience est hyper personnelle. Comment toi, tu l'as apprivoisée? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce qu'elle te fait peur? À quoi tu penses? Tu as typiquement une question que j'avais quand je te voyais. Je fais une petite digression, mais je vais revenir à ma question. Quand je te voyais faire tes 10 heures sur tapis, je ne peux pas m'empêcher de me dire « mais à quoi il pense pendant 10 heures en fait ?» Et donc, à quoi tu penses quand tu es sur un tapis ou sur des escaliers infinis? Et à quoi tu penses quand tu es autant seul dans la montagne? En fait, tu penses notamment à ta vie de manière générale. Et c'est pour ça que je disais que ça m'avait beaucoup apporté. C'est que finalement, on est en discussion constante avec soi-même, très souvent. Je recevais beaucoup de messages d'encouragement après, via les réseaux notamment. Mais c'est pas ça qui contre cette forme de solitude, je pense, parce que c'est pas toujours des gens qu'on connaît, quoi qu'il en soit, même si ça fait toujours plaisir, évidemment. Mais donc, à quoi on pense durant ces moments-là? On pense à sa vie de manière générale, on pense à qui on est, à qu'est-ce qu'on devrait peut-être développer, on pense aussi à l'aventure qu'on est en train de vivre sur le moment. Et oui, des fois, on n'a pas beaucoup de choses à se dire, donc c'est des moments qui peuvent paraître un peu compliqués. Après, moi, j'ai pas beaucoup de mal spécialement à être seul. C'est pas quelque chose qui me fait très très peur, mais ça reste quelque chose de compliqué à gérer. Parce que oui, il faut le vivre, quoi. Et on a besoin d'interaction sociale. À plein de moments, j'ai été très seul. Et notamment durant une période où il y avait la grosse canicule dans le Massif central, où la randonnée était interdite. J'espère que je me ferai pas arrêter pour ça. Mais j'ai dû continuer parce que je m'étais dit, j'ai déjà fait une bonne grosse trentaine de jours sur les sentiers. Je vais pas m'arrêter maintenant. Et c'était interdit justement de randonner à ce moment-là, dans cette région. Je dis une trentaine, mais ça doit être une quarantaine ou une cinquantaine, je ne saurais plus dire exactement. Mais donc là, tu rencontrais personne. Et il y avait la canicule, pas beaucoup de zones de ravitaillement, donc c'était très compliqué.
Mais voilà, oui, il faut se battre déjà contre les éléments. Et je pense qu'on peut pas se dire, oh, je me sens seul du coup. Non, il faut continuer et garder le cap. Tu as fait donc 82 jours. J'étais en train d'essayer de faire un calcul rapide et très compliqué dans ma tête. C'est plus de 2 mois du coup. Il n'y a jamais un c'est moment... un petit peu moins de 3 mois, oui. C'est ça, donc on est presque sur 3 mois, un effectivement. peu moins de 3 mois. C'est clair. Mes compétences en maths sont en train de fondre comme neige au soleil. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit faut que j'arrête. Enfin, déjà, je veux dire, après l'épisode santé que tu nous as décrit et où tu n'as pas pris cette décision-là, la canicule dans le massif central, tu ne prends pas cette décision-là. Il n'y a aucun moment où tu te dis en fait, là, c'est trop. Non, jamais. Forcément, l'abandon, ça fait partie aussi de ces parties de développement personnel aussi, où on doit développer sa capacité à dire non à l'abandon. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement... À dire non ou à dire oui, d'ailleurs? Je pense que suivant les circonstances, on doit plus souvent dire non que dire oui. Ok. Voilà. Ce qui va t'amener à dire oui à l'abandon, c'est des raisons, je pense, assez graves de manière générale. Et quand je dis grave, c'est soit on ne s'est pas assez bien préparé. Et donc, moi, je trouve ça grave dans le sens où, pour ce style de projet, on ne peut pas se permettre de se lancer dans ce style de projet sans être vraiment préparé. Ou si pas, c'est quelque chose, une raison grave, une blessure, un gros problème familial, ou il y a un décès, ou que sais-je. Non, je pense qu'il faut vraiment se préparer à ça, c'est extrêmement important. Et ta question de base... T'as jamais voulu abandonner? Non, j'avais cette idée en tête. Mais donc, du coup, non, j'ai jamais voulu abandonner parce que je me suis tellement préparé et c'est comme une locomotive qui est lancée. Une locomotive qui est lancée, on ne l'arrête pas, sauf si vraiment, comme je le disais, il y a vraiment un gros problème. Non, c'était pas dans mes désirs d'abandonner ou dans mes questionnements réellement de lâcher tout ça, non. Mais c'est intéressant cette question de l'abandon ou d'arrêter. On en parlait un peu en off tout à l'heure sur la no finish line. Peut-être tu peux expliquer le concept de ce que c'est. On sort un peu de l'Exatrek, mais on va y revenir. Donc l'idée, c'est de faire des tours. C'est une course à Bruxelles. Faire des tours de 1 km, si je me trompe pas. C'est faire des tours de 1 km pour une association où chaque tour qu'on fait ramène 1 euro pour cette association. Et oui, là, j'y ai participé ici, justement, il n'y a pas longtemps. C'était la semaine passée, en période de grosse canicule. Et je pense au fait que l'année dernière, tu as fait 350 km. Et que cette année, donc 350 tours et donc 350 km. Et que cette année, tu as arrêté plus tôt, en ayant quand même fait un nombre de kilomètres tout à fait honorable. Mais tu as quand même eu cette présence d'esprit d'arrêter à un moment donné. Donc, parce que constamment, il faut toujours peser le pour et le contre. Et là, le pour, c'est que c'était vraiment une association, en tout cas une organisation qui me tient à cœur, ça c'est sûr. Et j'en démordrai pas. Mais par contre, j'ai aussi une grosse épreuve qui arrive bientôt. Ouais. Et le but, c'était pas de trop puiser dans les ressources pour pouvoir dire d'arriver à aussi faire cette course qui arrive, donc d'ici un petit peu moins de 3 semaines, où j'ai dû engager quand même un certain apport financier. Okay. Et là où cette no finish line ne demande pas beaucoup en fait d'un point de vue financier, donc voilà, c'était aussi cette partie-là aussi qu'il faut jauger et se dire je vais continuer, mais à quoi bon? Qu'est-ce que ça m'en coûte? Et j'ai estimé à un moment que ça m'en coûtait plus que ça ne m'en apportait, donc j'ai décidé d'arrêter, de lever le pied un petit peu après. Un petit peu moins de 100 km, ouais. Mais je trouve ça important de souligner que même si tu construis, tu développes, tu matérialises un état d'esprit hyper persévérant et hyper... c'est pas jusque boutiste, mais que tu fais les choses de façon véritablement engagée, il n'y a pas non plus cette envie de faire les choses coûte que coûte, en fait, et qu'il y a quand même en permanence des arbitrages en fonction... Alors, des arbitrages avec une limite qui t'appartient, c'est ça. Mais des arbitrages en fonction du contexte, de ce que tu vis, et puis de ce qui arrive après, avant. Il n'y a pas ce « je dois finir ». Et je pense surtout que cette forme d'arbitrage dépend aussi de ce que t'a coûté l'aventure que tu vis. Et ça fait partie du coup de la préparation, cette forme de préparation mentale, dire non à l'abandon. À partir du moment où tu as presque tout donné pour arriver quelque part, tu réfléchis à 2 fois quand tu dois dire oui, j'abandonne, non, je n'abandonne pas. Oui, et c'est vrai. Et en même temps, je pense que se pose la question d'à quel point c'est nécessaire ou c'est bien, enfin je sais pas, justement, c'est vraiment une question ouverte, de tout donner dans un projet. Tu vois, il y a aussi cette question d'arbitrage et d'équilibre avant
pour pouvoir ne pas potentiellement se mettre dans un contexte où tu es presque obligé d'aller au bout parce que tu n'as pas le choix. J'ai pas la réponse, hein, et je dis pas que... Je comprends, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut partir du principe que quand on réalise quelque chose de compliqué, quand on sort de sa zone de confort, il y aura à un moment où ta tête te dira ça serait peut-être pas cool si t'arrêtais, tu vas le vivre, quoi qu'il en soit. Et il faut s'y attendre. Ouais. Et c'est dans ces moments-là qu'on doit vraiment écouter une certaine forme de discipline, je pense. Voilà, faire confiance à une routine qu'on a créée, qui nous permet de continuer malgré les vagues, malgré le bateau qui tangue, et en espérant qu'il reste à flot, quoi qu'il en soit. Je suis d'accord, et on est vraiment pour moi sur une ligne de crête là, tu vois, c'est exactement ça. à quel point là c'est ton corps qui veut dire non et ton mental prend le dessus, et c'est quelque chose que tu construis, et tu as réellement la capacité d'aller au bout, d'à quel point en fait parfois c'est pas nécessaire d'aller au bout, et ça a plus de sens de pas le faire, et c'est très individuel et c'est très contextuel aussi, donc je crois pas qu'il y ait de grille de lecture ou de méthode magique que tu peux transposer. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement de travailler ton mental de telle sorte que tu n'abandonnes pas à la première difficulté, parce que c'est pas le but, et en même temps de travailler une forme de souplesse mentale aussi, de conscience de soi, qui fait que, pas ça devient trop compliqué, mais si jamais ça doit s'arrêter pour X ou Y raison, tout ne dépend pas du fait que tu ailles au bout. Et quand je dis tout, je pense aussi l'entièreté de ton identité ne dépend pas du fait que tu ailles au bout d'un processus. C'est vrai aussi. Et puis aussi, je pense que voilà, dans ma vie, il y a beaucoup de projets que j'ai abandonnés concrètement. Donc moi, l'abandon, c'est quelque chose que je connais, et ça arrive. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas de réel abandon. Il y a soit dans la vie, et c'est quelque chose que tu dois connaître, il y a juste des apprentissages ou des réussites. Il faut parvenir à aussi avoir cette intelligence de se dire: j'ai abandonné, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que ça m'a apporté, et qu'est-ce que je vais faire pour que ça n'arrive plus la prochaine fois. Alors, c'est pas toujours possible, hein, parce que par exemple, là, en l'occurrence, la météo, on la maîtrise pas. Oui, exactement. Je me dis que oui, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à modifier, et c'est ce que peut t'apporter l'abandon notamment. Oui, mais tu sais, sur la météo, je pense que c'est pas quelque chose que tu peux modifier ou améliorer chez toi. En revanche, c'est peut-être une perspective plus méta de se dire il y a mon action et puis il y a les astres autour d'une certaine façon. Et moi, je ne peux que guider mon action et que influer sur mon comportement. Mais il y a quand même toute une partie qui dépend pas de moi. Et je trouve que cet apprentissage en réalité, je suis pas maître de tout, même si je suis maître d'une bonne partie, il est précieux, même si ça veut pas dire que tu t'améliores toi en tant que personne, quoi. Il faut accepter qu'on ne soit pas dépendant de tout. Il faut aussi prendre conscience du fait que ce n'est pas une excuse. Ouais, je suis d'accord, exactement. Et ce qu'il y a, c'est que je pense que, notamment quand les gens abandonnent, il faut savoir pourquoi on abandonne exactement. Et même moi, par rapport à mon abandon sur cette no finish line ici, il y a quelques jours, même si bon, ça se veut pas être une course, c'est quelque chose qui est vraiment caritatif, mais c'est un abandon plutôt par rapport à moi-même, dans le sens où j'avais un objectif personnel et j'y suis pas arrivé. Il faut pas se complaire là-dedans. Non, je suis d'accord. Et trouver voilà, moi, cette question de la météo, c'était une question certainement parmi tant d'autres, parce que j'aurais pu continuer. J'aurais pu adapter mon développement de ma pratique sportive par rapport à cet événement, où j'aurais pu me dire, je continue en marchant, donc du coup, c'est un peu plus facile physiquement. J'amène moins mon corps à cette température qui va faire que je suis trop transpirant et donc que j'arrive limite pas à me refroidir. Donc, il y a toujours une manière d'adapter ça. Et par exemple, c'est quelque chose que j'ai su faire sur mon Exatrek, là où je ne suis pas parvenu à le faire sur ma no finish line ici qui vient de se passer. Souvent, quand on abandonne, c'est parce que je dis bien souvent, je pense qu'on a lâché en tout cas, notre mental nous a lâché. Là où c'est certainement possible de continuer. Donc il faut vraiment questionner quelles sont les raisons pour lesquelles on est là et ce qu'on développe là sur le moment. C'est la puissance du pourquoi, je pense, que tu es en train de partager. Et pour l'Exatrek, il était tellement fort que le mental pouvait faire son taf dans les moments où le corps donnait des signaux qui avaient besoin d'être interprétés, mais qui peut-être n'avaient pas besoin d'être interprétés comme tu dois arrêter. C'est ça. Alors que peut-être sur le cas de la no finish line, l'arbitrage, il s'est fait plus naturellement parce que le pourquoi était pas assez fort. Et donc, Exactement. Et je pense que c'est une machine à muscler, ce pourquoi. Ouais, il faut vraiment le muscler et arriver avec un pourquoi surentraîné
pour dire de réaliser ces projets, ouais, je pense que c'est extrêmement important. On est parti sur l'abandon, le mental, le corps, le pourquoi. Je veux reboucler sur l'Exatrek avant d'ouvrir sur les apprentissages. On a parlé des moments douloureux, des personnes que tu as rencontrées. Au-delà de ça, c'est quoi ton meilleur souvenir ? J'ai beaucoup de mal avec cette question. C'est vrai ? Oui, j'ai beaucoup de mal avec cette question parce que pour moi, mon meilleur souvenir, c'est ce que j'ai vécu. Et je trouve ça un peu réducteur de ne lier cette aventure qu'à un seul moment, comme quand on me demande c'est quoi ton plat préféré. Je serais incapable de répondre à cette question. C'est exactement la même chose. Quel est ton moment préféré ? J'aurais beaucoup de mal à répondre à ça parce qu'en fait, même les mauvais moments ont construit cette aventure. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce qui fait que moi, dans ma tête, voilà, j'ai eu énormément de rencontres, des gens avec qui je suis encore en contact à l'heure actuelle, puis des moments où j'ai fait preuve d'une grande résilience. À certains moments, j'ai perdu des objets sur l'aventure, ce qui a fait que j'ai dû me réadapter et me réinventer. J'ai eu des moments où j'ai eu très mal, où j'ai eu très peur, où j'ai eu très froid. Et puis, il y a des moments où j'ai vécu des moments de bonheur, où j'étais vraiment dans une sensation de flow, où j'avais l'impression d'être invincible. Mais ce sont des très beaux moments, des très beaux souvenirs où j'arrive et j'avais déjà plus de 2000 km dans les pattes et il y avait des gens qui venaient de commencer leur randonnée qui semblaient être des gens aguerris et qui bégayaient quand ils me voyaient monter et grimper là. Donc voilà, j'ai vécu énormément de bons moments. Il n'y en a pas un bien précis qui me fait dire que voilà, même sur le moment de retour ou quand je suis arrivé sur la plage où c'est déjà un truc que j'ai vécu aussi d'ailleurs plusieurs fois. Quand on termine, on n'est pas vraiment heureux, joyeux. Voilà, ce sont tous des beaux moments que j'ai vécus et tout cela teinte vraiment ma belle aventure. Donc, Parce que quand tu termines, tu te sens comment comment tu te sens si tu te sens pas heureux ? J'ai presque envie de dire qu'on se sent vide. Dans le sens où on dit souvent que le bonheur est dans le chemin. Et en fait, c'est comme si tu vivais durant cette aventure toute cette dose d'adrénaline, toute cette dose de bonheur qui grimpait petit à petit, où à la fin, on se dit, voilà, c'est terminé, je suis content, je suis fier de moi, mais qu'est-ce que va être la suite et je vais construire quoi ensuite ? C'est quelque chose que j'ai aussi souvent vécu durant des courses que j'ai réalisées. C'est une forme peut-être de blues qu'on vit par la suite. C'est comme le baby blues en fait. J'ai pris 82 jours pour accoucher, c'était ma grossesse. Et puis j'ai accouché et là on se dit, voilà, il y a toute la suite à créer. Et presque, ça fait presque un peu peur. Donc voilà, ce qu'on se dit sur la fin, c'était encore cette question de crête où on a d'un côté le bonheur absolu et de l'autre côté, ça va être quoi ma vie maintenant ? T'as pas eu la sensation du taf accompli ? J'ai eu, je pense, pour une des premières fois de ma vie, malgré le fait que j'avais réalisé des trucs de dingue avant, un grand sentiment de fierté, certainement. Ouais. Mais ça, c'est une partie de mon esprit. Il y avait tout le reste aussi. Et je pense que tout est à prendre en compte. Comme je te dis que dans mon Exatrek, il n'y a pas eu un bon moment. Il y a tout qui a été des moments de bonheur. Donc, Et quand tu dis tout est à prendre en compte, est-ce que tu peux nous faire naviguer dans tout le reste, justement, ces questionnements de c'est quoi la suite, c'est quoi les prochains objectifs ? Donc, tu arrives sur la plage et puis après, tu rentres chez toi à Bruxelles à un moment donné, j'imagine. Comment est-ce que tu envisages... Comment t'envisages et tu construis la suite ? Vraiment, vivre cette aventure, ça a été beaucoup de contraintes que j'ai dû me mettre dans ma vie. Alors, à partir de ce moment-là, on a comme une forme de relâchement. On n'a plus trop d'objectifs. On se sent... comme je le disais, oui, un peu vide, comme si on devait se remplir de nouvelles choses. On doit remplir de nouvelles cases, en fait, simplement. Moi, je savais pas en revenant ce que j'allais faire de ma vie, concrètement. Je savais même pas où j'allais habiter. J'ai dû, même si j'avais des gens sur qui je pouvais compter, ça a toujours été un peu compliqué de trop demander, notamment à rester chez eux, parce que j'avais plus de logement. Ouais. J'étais devenu sans domicile fixe, pour de vrai. Du coup, je suis resté dans une auberge de jeunesse pendant 15 jours à peu près, à Lemonnier. Ok. Si tu connais le coin, c'est un coin pas top. En plus de ça, en tant qu'inspecteur de police, c'est un peu un endroit où je pense la criminalité est quand même assez haute. Et donc, je me suis retrouvé là-dedans. Je suis rentré pour la première fois dans cette auberge de jeunesse. J'ai eu l'impression de rentrer en prison. J'ai dû affronter ça. Et ça a été presque un moment des plus durs de mon Exatrek. C'était cette question du après,
où je me rappelle très bien, c'est que j'ai déjà été amené à aller plusieurs fois en prison d'un point de vue professionnel uniquement. Et quand j'ai ouvert cette porte, c'était un endroit extrêmement sombre. Il y avait deux lits à droite, deux lits à droite, deux lits à gauche. Et je me suis dit, j'ai l'impression de rentrer dans une cellule. Voilà. Donc les questionnements que j'ai eus, c'était pas des questionnements extrêmement positifs. Et ça, c'est tout à fait en lien avec cette question de blues. Ça va être quoi la suite ? Qu'est-ce que je vais faire encore après, sans avoir spécialement d'objectif passion, puisque là, mon objectif passion venait de se terminer, donc je ne savais pas trop. Il fallait tout construire de nouveau. C'était un nouvel équilibre à retrouver, et ça a été ça qui était mon questionnement principal après cet exercice. Et comment tu as reconstruit la suite, justement ? Tu t'es directement dit... En fait, j'ai besoin de me remobiliser sur un objectif de l'ordre du dépassement de soi, ou d'abord je vais peut-être réfléchir à la dimension professionnelle. Est-ce que tu as envisagé une reconversion ? Comment ? La reconversion, elle a été envisagée durant tout cet exatrec où je me suis beaucoup questionné. Mais au bout d'un moment, il faut joindre les deux bouts. Il y a des factures à payer, rien n'est gratos. Bien sûr. Donc je m'étais dit, dans un premier temps, je vais repartir pendant quelques temps. Je m'étais dit, j'avais quand même un tout petit revenu qui est un revenu d'à peu près 470 € par mois. Bon, avec ça, on ne fait pas grand-chose. Mais je m'étais dit, il y a certains pays où c'est possible peut-être de vivre encore un petit peu avec ça, en fait. Donc j'étais vraiment sur le point de voyager parce que je pouvais m'absenter pendant pas mal de temps. Et au final, mais voilà, le côté un petit peu terre-à-terre m'a réamené à devoir reprendre le travail petit à petit. Je pense que si on doit rester dans la mer, ce côté un peu mer et vague, c'est un grand moment de turbulence. Vraiment, c'est un grand moment de turbulence où on a l'occasion de manger ce qu'on veut, de vivre un petit peu ce qu'on veut. Et on se retrouve à ce moment où on doit retrouver un nouvel équilibre, en fait. Et donc, ma difficulté sur le moment, c'était vraiment de retrouver un nouvel équilibre, retrouver un logement stable de manière générale, retrouver un boulot stable, justement, en tout cas une stabilité financière et professionnelle. Et je pense que ça a été ça, oui, le gros questionnement du moment. Donc, comment on fait en se demandant qu'est-ce qui est possible, en faisant les pour et les contre, et en se disant j'y vais, quoi qu'il en soit. Il faut y revenir, ouais. Et tu dirais qu'aujourd'hui, tu as construit un équilibre ? Tu vois, typiquement, si je reprends le fil du début de notre échange sur la prépa, où tu parles de 20 heures d'entraînement, du fait que potentiellement tu t'éloignes un peu de certaines relations sociales parce que tu n'as juste pas le temps. Est-ce que cette période-là de ta vie, où tu avais quand même une forme de stabilité, tu considères que c'était un équilibre que tu avais ? Et est-ce que la vie dans laquelle tu es aujourd'hui, post-exatrec, alors ça fait déjà 1 an, mais l'équilibre que tu as, est-ce qu'il existe ? Est-ce que c'est vraiment un équilibre ? Je pense qu'un équilibre, pour moi, en lien direct avec le fait de sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui ne peut pas être constant. Ouais. Et il faut toujours se retrouver en position de déséquilibre. Après cet exatrec, je me suis retrouvé dans une position, je pense, de total déséquilibre encore, où, en fait, même d'un point de vue santé, c'était compliqué, notamment avec les phases de sommeil. Avec le sommeil, c'était très dur, donc je dormais très très mal, parce que quand on dort dans une tente, sans savoir ce qu'on va faire vraiment le lendemain, on est en hypervigilance constamment. Et donc, même tout ça, c'était compliqué à retrouver. Donc, ce que j'ai dû faire, c'était m'adapter à ce nouvel environnement. Et donc, est-ce que je suis en équilibre ? Je suis en équilibre maintenant. Oui, c'est un nouvel équilibre parce que je me suis construit de nouveaux projets. Mais je pense que l'équilibre est trouvable à partir du moment où tu te mets de nouveaux projets et vraiment une ligne de mire que tu peux dire de suivre et qui est notamment accessible aussi. Ouais. Donc toi, tu vois vraiment une nécessité permanente à la projection et à la construction. T'imagines pas un quotidien où il n'y a pas de... Où il n'y a pas d'objectif. Pour moi, c'est primordial qu'il y ait un objectif. Pour moi, c'est primordial qu'il y ait une forme de deadline et qu'elle ne soit pas trop loin non plus parce que sinon, on s'y retrouve pas trop et c'est toujours dur de... Je suis un peu dernière minute, moi, tu vois. Je suis un peu dernière minute. Si je devais me comparer à un étudiant, je serais plutôt le gars qui étudie la nuit pour passer son examen le lendemain. Donc il y a besoin que la deadline ne soit pas trop loin, au risque de se perdre et d'être dans un flou plutôt total. Ouais. Alors, c'est quoi l'après ? Maintenant, quel est le prochain objectif, justement, pour lequel tu es mobilisé et qui te permet de te projeter et d'avancer ?
Là, pour l'instant, je suis en train de construire, même si du coup, étant donné que c'est un peu loin, c'est un peu flou, mais j'aimerais bien faire la traversée du Népal. Oh, waouh! Donc du coup, c'est une course, là, en l'occurrence, qui s'appelle la Great Himal Race. Ok. Et c'est une traversée du Népal avec beaucoup de cols à 5000, voilà, beaucoup d'inconnus. Et c'est un peu mon objectif et mon goal. Je te disais que ce serait pas la seule aventure que je vivrais de cet acabit. Et voilà, ouais, c'est ça un petit peu C'est dans combien de temps que tu projettes ça? C'est début 2028. Et c'est pas... Alors, j'allais dire c'est pas trop long. Pas en soi, mais c'est pas trop long pour toi. Du coup, tu me parlais d'avoir besoin d'échéances plus rapprochées. C'est très long, mais c'est pour ça que je garde quand même des petits objectifs qui me font kiffer la vie, avec notamment là, une course à laquelle je me suis inscrit de 400 km, la traversée de la Suisse, qui s'appelle la Crossing Switzerland. J'ai eu l'occasion de m'y inscrire parce que j'ai des potes qui y vont aussi. Ok. Et voilà, il faut garder plusieurs petits, même si c'est pas petit Ouais, du tout. c'est Hein. tout à fait relatif. Mais il faut garder des goals réalisables en tout cas. Et c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Ouais. Qu'est-ce que tu as encore envie de développer, tant mentalement que physiquement? Envie ou besoin d'ailleurs? Envie ou besoin, je te disais justement la question du cadre. Ah oui, ouais. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. J'ai peut-être, avec cette notion de déséquilibre je suis encore là, malgré le fait que ça fasse 1 an. Moi, j'ai ce sentiment, c'est un sentiment tout à fait personnel, mais que j'ai pas encore retrouvé totalement un équilibre qui me plaît à 100%. Ok. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir plus de cadres et j'aimerais bien développer ça de manière générale dans ma vie. Ça m'a apporté certaines réponses, mais peut-être pas toutes les réponses. Et je m'attendais à ce que cet Exatrek réponde à tout. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça, comme ça, après, je saurai. Et au final, je sais une chose, c'est que je sais pas grand-chose. Mm. Et c'est marrant, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que c'est uniquement à travers ce type de format hors norme que tu peux avoir ce type de réponse? Je pense que c'est propre à chacun. Et, Ouais, je parle pour toi, hein. Vraiment, moi, à chaque fois, c'est... pour moi, oui. Ok. Pour moi, oui, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me retrouver en enfer pour pouvoir voir ce que c'est que le paradis. Mm. Et je pars du principe que comment se rendre compte qu'on est au paradis à partir du moment où on n'a pas connu l'enfer. Dans une peut-être une dynamique un peu trop extrême, peut-être extrême, moi j'ai besoin de vivre ce genre de moment. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. Et alors, je me reconnais en partie parce que, évidemment, je suis pas du tout sur des formats aussi intenses. Mais je comprends bien sûr la dynamique et je me reconnais en partie dedans. Une lecture que j'ai, et t'en fais vraiment ce que tu veux, c'est tu peux pas faire la même chose et t'attendre à avoir des résultats différents. Et je me dis, s'il y a des questions qui sont encore là depuis tout un certain temps, en gardant et en faisant toujours des formats hors normes, je me demande si les réponses ne viendraient pas d'autres choses, en fait. Vraiment, c'est assez naïvement de me dire, OK, j'ai déjà fait 3000 km, j'ai déjà fait 400, j'ai déjà fait 100 fois 1 km. Je me pose encore certaines questions. Est-ce que la réponse, elle peut pas se créer ailleurs que dans le format hors norme? C'est vraiment une... Je suis d'accord avec toi et c'est vraiment méga intéressant que tu dises ça. Pour la phrase, je pense que ça ressemble un petit peu à si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, C'est tu dois ça. faire ce que tu n'as jamais fait. Exactement. Je suis tout à fait d'accord et c'est ça aussi que m'aura appris cette aventure. C'est peut-être trouver une certaine forme de bonheur dans quelque chose qui n'est peut-être pas aussi compliqué. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et je me suis rendu compte aussi que ça m'a apporté beaucoup de changements dans ma vie. Surtout, je pense, une certaine forme d'acceptation du changement. Là où pendant tout un moment, je me disais, peut-être j'étais un peu trop carré pour certaines choses. Et où là, maintenant, je me laisse un peu plus de flexibilité. Donc oui, est-ce que finalement, comme c'est arrivé pour mon Exatrek, est-ce que finalement la clé ne serait pas dans la flexibilité? C'est une question à se poser. Et il n'y a pas de réponse, hein, mais il y a ce truc de si régulièrement, après avoir accompli des exploits ou en tout cas des choses que je veux vraiment faire, qui m'ont demandé de l'énergie, du temps, de l'argent, de l'effort, de la discipline, si la sensation que j'en ai après avoir terminé est teintée de vide, je me demande de quelle façon c'est possible de
colorer ce vide d'autre chose. Et je me demande si ça peut passer par autre chose que la course. Je suis d'accord avec toi, mais je reste quand même convaincu que quoi qu'il en soit, pour en arriver à ce type de développement personnel, il faut rencontrer ce vide. Ah oui, je pense aussi. Et donc, du coup, je pense que c'est quoi qu'il en soit important de vivre cette forme d'état d'être, on va dire. Moi, en tout cas, je suis très heureux de l'avoir vécu. Si ça à refaire, je le fais 1 milliard de fois. Et je vois pas encore tant ça, on va peut-être dire malheureusement, mais je vois pas tant ça comme quelque chose de négatif. Et je pense pas que ce soit négatif. Pour moi, c'est vraiment plus une question. Parce le projet avec ce podcast, c'est aussi d'interroger les mots qui sont derrière l'idée notamment de performance et de dépassement de soi et de faire des choses hors du commun ou pas. Et derrière les mots, parmi les mots plutôt, il y a ce mot d'équilibre. Il y a le mot intensité, mais il y en a d'autres autour. Et c'est hyper intéressant et je pense que l'intensité, à mon sens, elle est nécessaire à dosage différents selon les personnes. Mais je me demande ce qu'il y a d'autre et si de l'autre côté du spectre de l'intensité, il n'y a pas d'autres leçons hyper cool à apprendre aussi. Et j'ai pas la réponse. C'est vraiment... C'est des questionnements à avoir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans l'équilibre. Ouais. Et voilà. Et la vie n'est que équilibre. De toute façon, voilà, il y a toujours le creux de la vague et le haut de la vague. Ça, donc, en fait. Et il y a tout un moment entre eux. Ouais. Et c'est ça aussi, la plupart du temps se passe entre eux. C'est donc vrai. il faut en fait, c'est pouvoir, ça. Tu le dis bien, je crois que la question, ou en tout cas, ce qui reste en suspens, c'est comment je fais en sorte que l'antre me plaise, enfin l'antre, pas l'antre du diable, mais l'antre deux pics d'intensité ou 2 vagues, que l'antre me plaise aussi en fait, et que l'antre me recharge, que l'antre me corresponde, et qu'il fasse autant partie intégrante de ma vie que les pics d'intensité. Et de nouveau, j'ai pas la réponse. C'est vraiment ouvrir une réflexion et ensuite on voit ce qu'on... Je pense qu'encore une fois, pour revenir sur ce dont on a partagé juste avant, il faut pouvoir parvenir à sortir de sa zone de confort pour vivre des moments, comme je le disais, qui sont intenses, mais intenses pour soi. Quelque chose d'intense pour moi, ça peut être forcément différent de mon voisin. Mais donc, il faut parvenir à vivre ça pour pouvoir trouver la moyenne. Et je pense que quand on a vécu des choses qui nous paraissent compliquées, on a tendance à beaucoup plus relativiser aussi par la suite. Voilà, avoir peut-être beaucoup plus d'importance dans certaines petites choses, là où on aurait moins d'attention là-dessus si jamais on ne le vivait pas. Et c'est des pistes qui restent ouvertes, je pense. On arrive doucement mais sûrement aux questions... De clôture. T'as envie de transmettre quelle valeur, toi, à travers ce que tu fais et ce que tu partages ? Moi, j'ai envie de transmettre que il faut rêver. Et cette phrase qui dit si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Je pense que c'est primordial de rêver, c'est primordial de se lancer. Et ça fait partie aussi des techniques de préparation mentale, le fait de pouvoir dire de se lancer à certains moments. Voilà, se lancer et pas trop réfléchir. Et moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de dire à tout le monde, c'est possible. À partir du moment où vous travaillez, à partir du moment où il y a une certaine forme de construction et donc de préparation, c'est possible. Mais il faut mettre des choses en place. Et rien n'est gratuit dans la vie. Je parle pas que d'un point de vue financier, mais les gens vont payer de ce qu'ils ont de plus important, c'est le temps. Il faut passer du temps dans les choses qui nous semblent importantes pour pouvoir dire de les réaliser et de réaliser ses rêves. Ouais. Donc le rêve, avant toute chose. C'est avant toute chose le rêve. Le rêve et ensuite la mise en action et une forme de temps long, quoi, d'une certaine façon. C'est ça. Mais tout ce qui nous coûte cher nous apportera beaucoup de bonheur, certainement, sous une certaine mesure. Ok. Qui t'inspire aujourd'hui ? C'est un peu une question compliquée. J'ai pas envie de paraître égocentrique, mais souvent les gens me disent si je suis croyant, et j'ai tendance à dire que oui, je suis croyant parce que je crois en moi. Comme je te l'ai dit juste avant, moi j'écoute pas beaucoup de podcasts. J'aime bien en enregistrer, j'aime bien partager tout ça, mais j'en écoute pas énormément. Donc j'ai pas vraiment de grande inspiration, j'ai pas vraiment d'idole. J'ai plutôt tendance à me dire qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie qui rende ma vie excitante finalement. Donc voilà, ce qui m'inspire, c'est surtout
de suivre cette notion de rêve et de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Ok. Est-ce que si je te demande... alors, du coup, tu n'écoutes pas beaucoup de podcasts, donc peut-être que la question ne serait pas hyper pertinente, mais si tu devais en écouter, tu voudrais écouter qui à ce micro? Mais le tien, évidemment. Non, que moi, je raconte ma vie. Écoute, peut-être, sait-on jamais. Est-ce que tu as une ressource que tu as envie de partager? Un film, un livre? Peut-être pas un podcast, du coup? Il y a un livre qui a été... je lis pas non plus beaucoup. Je suis pas un grand lecteur. Après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Avec un taf, 20 heures d'entraînement et une vie, on peut pas non plus être sur tous les fronts. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, ne trouvons pas d'excuses. C'est pas... Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est aussi important de souligner que à l'impossible, nul n'est tenu. C'est toujours une question d'arbitrage. On a les mêmes 24 heures et encore. Maintenant, en fonction des phases de vie, si tu es dans une phase où tu travailles beaucoup, où tu t'entraînes beaucoup, tu peux pas t'en vouloir de pas lire l'intégrale de Proust, tu vois. On est d'accord. Mais donc, il y a un livre qui s'appelle Vertu de l'échec. Ah! Et tu connais peut-être. Ça me dit quelque chose. Et c'est un livre que j'ai trouvé moi-même fascinant. Il m'a un petit peu bouleversé dans le sens où... dans notre société, on a tendance à mettre l'échec au plus bas, alors que pour moi, c'est un vecteur de réussite. À partir du moment où il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages et des réussites. J'adore. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Plein de rêves. Oh, j'adore, ok. Voilà, Full rêve. Plein de rêves, la réalisation des différents objectifs que je me donne, et puis une vie où je me retrouve, où... je construis finalement quelque chose de simple parce que je me rapproche petit à petit avec la vieillesse, je vais dire. Je me rapproche de la simplicité. Donc, du coup, je veux quelque chose de simple. Ok, des rêves et de la simplicité. Voilà. On a quand même pris pas mal de tours et détours et on a abordé plusieurs choses. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose, ou un angle qu'on n'a pas du tout abordé et tu te dis ça aurait été cool de faire passer le message? Non, pas spécialement. Je pense que d'un point de vue général, tu avais parlé des réseaux sociaux, que tu voulais me poser des questions par rapport aux réseaux sociaux, mais... Je pense que le point, mais ça n'a pas nécessairement trouvé sa place dans cette discussion, c'était est-ce que tu en vis, est-ce que tu as envie d'en vivre, est-ce que tu as déjà envisagé d'en faire au moins une partie de ton activité professionnelle? La réponse est oui à tout. Okay. Est-ce que ça m'a déjà rapporté de l'argent? Oui, ça m'a rapporté de l'argent. Ça ne rapporte pas toujours de l'argent, mais ça m'en a déjà rapporté un petit peu. Est-ce que j'ai envie d'en vivre? Certainement. Okay. Pour le coup, c'est quelque chose qui me ferait plaisir parce que, en gros, c'est un biais pour partager ma passion. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai envie de développer ma vie et de me rapprocher de cette forme de simplicité. Parce que je disais que si je gagnais à l'euro-million demain, il y aurait bien un truc qui resterait, ça serait le domaine du sport. Donc, si c'est une forme de métier qui se rapproche du sport, ça serait quelque chose de tout à fait bien pour moi. Mais donc oui, j'aimerais bien en vivre, mais c'est pas toujours facile. Et tu... t'entretiens pour boucler sur cette question-là, parce qu'il y a la question du métier, mais il y a aussi la question, toi, en tant qu'individu et consommateur, quelle relation t'entretiens aux réseaux sociaux? Est-ce que ça te motive, porte, ou à l'inverse? C'est une relation de vague. Ok. Voilà. Des fois, on a un peu plus envie de poster. Des fois, on est moins dans ce mood. Et moi, je vois que là, en ce moment... Je sens qu'il faut que je me remette en route, mais je poste un tout petit peu moins parce que j'étais beaucoup dans cette question de projet, dans cette question de questionnement où je construis d'autres choses aussi. J'essaye de retrouver un équilibre. C'est probablement que les réseaux font partie de cet équilibre. Après, je le vis pas mal, mais c'est quelque chose que j'ai envie qu'il fasse partie un petit peu de ma vie et que je mets un petit peu à l'écart à certains moments. Donc, comment leur faire plus de place? C'est ça la question du coup aujourd'hui? De quelle manière leur faire plus de place? Okay. Pas comment, parce que je sais ce que je dois faire, mais on n'a pas toujours la bonne impulsion, on n'a pas toujours l'inspiration, on n'a pas toujours le mood de le faire. Donc voilà, il faut que... De quelle manière? Donc c'est plutôt la question presque du processus créatif autour... C'est ça. Il faut se remettre en selle. Ok, un peu comme au sport, quoi. Recommencer brique par brique et ensuite... C'est ça. C'est ça, exactement. Magnifique. Merci d'être venu jusqu'à moi. Et le meilleur pour les petits objectifs de 400 km et surtout le meilleur
pour la suite, que ce soit dans les défis hors normes que tu te fixes ou dans la simplicité à laquelle tu aspires, on retiendra que les deux ne sont pas antinomiques d'une façon ou d'une autre et que c'est à construire. Pas du tout. Et je te remercie pour cet échange, c'était vraiment agréable. Cool. Merci, coupon.